à Patrice Notegen qui va nous parler de lépidoptère dans un tunnel, une situation expérimentale. Voilà. Bon. Une étude singulière. Bon, on va être. Bon, je vais y aller. On va être dans le milieu souterrain, mais d'entrée de grotte, hein, parce que un tunnel, c'est plutôt une entrée de grotte, même s'il est assez long. Bon, un petit clin d'œil à mes anciens profs, sans qui je ne me serais pas intéressé à ce sujet. Mais c'était il y a 50 ans que je les ai connus. Et donc, ce tunnel dont je vais vous parler. Oh, pardon. Bon, voilà, il est situé ici, en zone rurale de Bocagère. À la fin, j'ai rajouté un petit truc, il n'y a pas de pollution lumineuse locale. Bon, voilà, je ne sais pas si c'est important, mais sûrement. Euh, voilà le contexte. Autrement, voilà à quoi ça ressemble, l'entrée de ce tunnel. Il est caractérisé par le fait qu'il est fréquenté, il n'est pas fermé. On va voir, c'est un problème. Il est en très bon état, bien maçonné, donc les chauves-souris sont mal planquées, donc on les voit très très bien. Et il y a un léger courant d'air, des infiltrations locales, parce que quand même il y a quelques dommages dus à son âge, et, bon, et ce qui permet qu'il y ait des écoulements d'eau, et comme ça on voit de temps en temps des nymphurgus. Il y a des chiroptères en toute saison sans reproduction. Et j'ai commencé prospection il y a 10 ans. Voilà à quoi ça ressemble, c'est assez beau. Ah, c'est caractéristique taille. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas rectiligne. Il y a une légère courbe, on verra, c'est un détail, mais qui a son importance. Et voilà donc ses caractéristiques, son âge, sa longueur. L'entrée nord, ici, est marquée par une courbe, ce qui fait qu'on a une dissymétrie dans l'éclairement des deux côtés, alors que l'entrée sud est complètement rectiligne. Un petit point blanc là-bas, c'est pas la sortie, c'est simplement la lumière qu'on voit, l'éclairement de la. On ne voit pas une sortie, quand on est à une, on ne voit pas l'autre. Mais on voit quand même une petite lumière. Peut-être ça a son importance. On en parlera peut-être. Voilà. Et à l'intérieur, il y a des refuges qui étaient destinés à protéger les ouvriers, ceux qui travaillaient à l'intérieur, quand les trains passaient. Donc voilà, il y en a 29. Ils sont alternativement d'un côté et de l'autre. Voilà donc le refuge numéro. Moi, je les ai numérotés du nord au sud. Le numéro 1 pour moi, ils n'ont pas de numéro officiel. Et donc, il est en pleine zone éclairée, évidemment. Et là, c'est le refuge numéro 29. La lumière vient de gauche, évidemment, vous voyez là. Et on voit tout de suite qu'il y a une dissymétrie dans l'éclairement, bien sûr, hein, avec la lumière ici, et même une réflexion de cette partie éclairée sur ce côté-là. Voilà, et on va aller un petit peu vite. C'est caractéristique d'un refuge, c'est ça, 2 mètres de haut, 2 mètres de large, 2 mètres de profondeur. Et dans un premier protocole, je me suis contenté j'aurais dû penser plutôt à être plus précis, mais à compter ce que j'allais voir dans ces refuges, parce que c'est à l'intérieur de ces refuges que se concentre la majorité des espèces, des papillons qui m'intéressaient. Il n'y a pas que des papillons, évidemment. Et un peu plus tard, je me suis dit, ben, il faut détailler. Donc voilà, j'ai défini des secteurs comme ça à l'intérieur de ce volume, et qui permet de faire des relevés sur voilà, des fiches d'inventaire de terrain, et puis après transcrire ça sur des fichiers. Bon, voilà. Alors, ben, une donnée en fait, c'est tout ça, quoi. C'est une date, un numéro de refuge, un numéro de compartiment. En théorie, il y en a 96, mais heureusement, ils ne sont pas tous occupés. Et à chaque fois, telle espèce, telle espèce. Bon. Pour mettre en forme, il faudra que je mette ça en forme pour les traitements, hein, Patrick. Mais bon, mais j'avais quelque chose de plus urgent, c'est la présentation pour aujourd'hui, donc je peux laisser de côté. Ouais, quelques insectes troglophiles, il y en a d'autres, mais c'est ceux sur lesquels je note des informations plus précises. Et aujourd'hui, c'est seulement de 2 papillons dont je vais vous parler. Un qui est bien connu,
que tout le monde connaît, sauf qu'on connaît en général les ailes ouvertes et qu'on ne connaît pas bien quand il a cette attitude-là. Et on le voit pratiquement que comme ça, enfin pas seulement, mais que comme ça dans le tunnel. Et puis un autre qu'on connaît peut-être moins, sauf si on est familier des entrées de grotte. Et, il y en a des fois dans les caves. Scoliopteryx libatrix, la découpure, qui est une belle noctuelle, un peu colorée. Et quelque chose pour commencer, c'est que, en tout cas, Scoliopteryx libatrix, la découpure est marquée dans son cycle par une diapause à l'état adulte. C'est un état physiologique temporaire marqué par le blocage de la maturation des ovocytes, hein, dont la durée, 8 à 9 mois, hein, n'est pas déterminée par les conditions environnementales. Ce n'est pas une hibernation. Hein. C'est une période de blocage du développement physiologique. Et c'est programmé, c'est-à-dire qu'en gros, il y a une horloge biologique qui va commander la sortie. Alors sans doute c'est exactement la même chose pour Aglaïs, mais je n'ai pas trouvé de publication, il faut que je cherche, sur le fait que ce soit vraiment une diapause au sens strict des choses. Bon, de temps en temps, on voit quand même le pan du jour comme ça, mais c'est vrai. Voilà. Voilà la phénologie des deux espèces sur 10 ans. Un petit peu, on voit que le Scoliopteryx arrive dans le tunnel 2 mois après le pan du jour. Hein. Il y a des variations importantes. Hein. Je n'ai jamais retrouvé l'effectif de la première visite que j'avais, des 2 premières visites que j'avais faites. On était à 200 individus. Bon, mais on a quand même eu des chiffres intéressants, importants, qui permettent de... mais pas aussi, il n'y a pas une abondance identique, hein, pour le pan du jour. Mais cette année est une année remarquable, ce qui m'a conduit à prolonger une année encore le suivi, ce qui est un peu obsessionnel. Bon, et la répartition comparée de ces deux espèces au sein de l'ensemble du tunnel, à l'échelle du tunnel. Donc on voit, il y a beaucoup de vide. Ce sont des insectes qui s'installent dans les entrées. Hein. Alors on voit des espèces de courbes avec des... Ils ne sont pas tout à fait... l'abondance, enfin, l'effectif maximum n'est pas au début, tout à fait au début, mais enfin on va nuancer un petit peu tout ça. On voit qu'il y a très peu quand on s'éloigne, sauf là il y en a un qui est sans doute un petit peu perdu, qui est resté pendant des mois et des mois là, sans bouger. Si on détaille un petit peu pour Scoliopteryx, par exemple, voilà les deux extrémités du tunnel. On va pas rentrer dans le détail complet, mais là, j'ai simplifié un petit peu les choses concernant les refuges en distinguant la partie éclairée et la partie pas éclairée, de moitié, quoi. C'est schématique, mais ça permet un peu de visualiser, d'approcher les choses. Et ça nous dit que, par exemple, le petit rond là en haut, que... il y a quand même un pourcentage notable dans la partie la moins éclairée, la plus à l'ombre. Hein. Et on va remarquer quelque chose un peu plus tard, plus important, mais concernant l'effet du virage, parce que le virage a un rôle. Alors, ce qu'on distingue bien aussi, c'est que ici, c'est que l'espèce pénètre beaucoup plus en profondeur au sud qu'au nord. Et on va voir que c'est lié d'une part à l'orientation. La lumière est plus forte au sud, parce qu'on est au sud, et puisqu'il y a l'éclairage direct, alors qu'au nord, on est vraiment dans l'ombre. Et par ailleurs, il y a l'effet du virage. Pour le Aglaïcio, c'est la même chose, mais on va les comparer après rapidement. Donc là aussi, dans les refuges, globalement, il y a une dissymétrie à laquelle on peut s'attendre. Si on compare les extrémités pour les deux espèces, donc on est au sud, on voit que vraiment Scoliopteryx libatrix peut être beaucoup plus en profondeur, et le barycentre de la présence est 48 mètres à peu près, hein, plus en profondeur que pour Aglaïcio. Et on a un même décalage du barycentre, mais qui est plus compressé parce que de toute façon, les deux espèces peuvent être moins loin, et on a un effet qui est dû à une présence d'individus qui sont dans l'ombre sur la paroi et pas dans les refuges, pour les deux espèces qui bénéficient de cette ombre due au virage. Donc,
Alors, ce qu'on peut dire, pour simplifier, c'est que Scoliopteris cibatrix est plus lucifuge qu'Aglaïcio. Ça paraît logique pour une espèce diurne et une espèce nocturne, mais enfin, bon, je ne sais pas si... Et que, bien sûr, l'obscurité est un facteur majeur, déterminant pour la localisation à l'échelle de la totalité du tunnel. Et on voit que, en détaillant un petit peu comme ça, enfin en présentant les choses un peu comme ça, que Scoliopteryx utilise davantage les refuges que la galerie, comparé à Aglaïcio, mais qu'Aglaïcio, dans les refuges, utilise plus la partie sombre que... Bon, là, c'est une observation, mais on va encore aussi détailler ça. On voit, quand on reporte sur un graphe, enfin pas ce graphe, cette figure, voilà, où peuvent se situer les individus. Et si on fait bouger comme ça, on constate qu'il y a quand même une latéralité, et puis qu'il y a plein d'espaces qui ne sont pas du tout occupés, quoi, hein. Alors, on peut s'amuser à, schématiquement, hein, c'est juste des jeux pour essayer de voir un peu ce qui se passe, bah, de répartir par rapport à une espèce de simplification de ce qu'est l'éclairement. Bah, là, tout simplement, on pourrait attribuer qu'il y a évidemment plus de papillons à partie éclairée, mais il faudrait le pondérer par rapport aux surfaces disponibles. Donc, on avancera beaucoup plus, on ira plus loin lorsqu'on fera le traitement statistique de tout ça, hein. Mais à l'échelle d'un refuge particulier, donc on note une distribution préférentielle marquée dans les secteurs très peu ou peu éclairés, en cohérence avec la répartition à l'échelle de la galerie dans son ensemble, et une mobilité nette des individus, mais qui semble peu affecter la répartition de l'ensemble. Je ne pensais pas qu'il bougeait autant. C'est quand, d'une fois sur l'autre, on ne mémorise pas, on va voir à peu près le même nombre, on dit oui, tiens, un peu plus, un peu moins, mais qu'il bouge. Alors, après, pour Scoliopteryx, là, je n'ai vu qu'une seule figure comme ça, mais on voit que la répartition est très différente. Il y en a beaucoup au plafond, hein, c'est le plafond qu'on voit, hein, qui est rabattu. Donc, en première analyse, hein, là aussi, à l'échelle de l'espace d'un refuge, l'obscurité versus la lumière ne semble pas avoir la même influence sur la répartition pour les deux espèces, à préciser avec le traitement statistique, n'est-ce pas? Alors, est-ce que les caractéristiques volumétriques jouent sur cette distribution? J'ai fait quelques essais, et là je m'étais dit, tiens, j'ai regardé ce que représente en pourcentage de surface à disposition le plafond, et puis si on rapporte, si on pondère l'abondance à cette surface, on se rend compte que le plafond, effectivement, a beaucoup d'intérêt pour Aglaïcio, hein. S'il y avait la même surface de plafond, il y aurait, par exemple, dans ce cas-là, 80 individus pour 8 qui ne seraient pas au plafond. Et bon, après, je me suis dit, tiens, c'est peut-être le fond et voilà, l'angle, là, en pondérant, on voit qu'il y a quelque chose qu'il faut chercher de ce côté-là. Puis après, j'ai dit, tiens, on va essayer d'affiner les choses. J'ai divisé mes carrés en deux, là, et pour dire, on va regarder ce qui se passe dans les angles, hein. Malheureusement, je n'ai pas fait les relevés toujours assez précis en réduisant un carré. En gros, il fait un tiers de mètre, hein. Bon, et là, quand on regarde comment ça se passe, on voit qu'il y a quand même vous allez voir après à la fin ce que ça donne. Voilà, pardon, excusez-moi, ça donne ça. En pondéré, eh bien, donc Aglaïcio, il est vraiment très intéressé par les angles. Alors après, il faut comprendre pourquoi, c'est autre chose. Et vous le voyez ici, sur cette figure-là, vous avez une belle petite concentration dans carrément, là, c'est la voûte, enfin, le plafond qui est en voûte, le mur du fond, un côté latéral, et ça, c'est à peu près, donc, 17 ou 18 cm. Voilà, une belle concentration. Et puis, pour Scoliopteryx et Libatrix, c'est pas évident du tout. Ça intéresse moins aux angles. Donc, une autre figuration pour le Scoliopteryx, là, j'ai empilé et plié pour que la lumière vienne toujours du même côté.
On voit que pour l'ensemble des 29 tunnels sur le cycle précédent, on voit que là, ce sont les maximums observés par... Hein, c'est une illustration. Hein, et on voit l'importance du plafond, hein, très net. Bon, il faut noter avec plus de précision les choses. Mais avant-hier, il y a un gars qui m'a dit, mais non, ça n'a rien à noter, tu n'as qu'à faire des photos des deux côtés. Hein, et puis après, on fera de l'analyse automatique d'images. Bon, d'accord, ils m'ont dit, on va t'aider. D'accord, ben, on va le faire. Hein. Et convient-il d'envisager pour chaque espèce un déterminant majeur autre que l'obscurité, la lumière, et autre que les divers paramètres physiques, environnementaux, mesurés ou évalués que j'ai en données, hein, qui restent à intégrer, hein, la température, l'humidité, tout ce qu'on veut. Mais donc, voilà, cela aussi, il va falloir préciser les choses, mais quel lien éventuel, en réfléchissant a priori, avant qu'on mette tout ça dans un logiciel, on peut essayer de trouver entre les caractères volumétriques et la localisation dans les refuges. Et là, j'ai mis l'hypothèse d'un possible effet induit de la présence des chiroptères. Alors, quels chiroptères on a là chez nous là D'abord, il n'y en a pas beaucoup, en abondance, hein, mais on a des espèces glaneuses. Il y en a qui sont plutôt accidentelles, enfin d'après ce que je vois, parce que je n'ai pas fait d'écoute, hein, de relevés enregistrés. Mais il y a essentiellement le grand murin qui est, bon, en ce moment il y en a 6 par exemple, bon, qui chassent. Alors, ce qui plaide en défaveur de l'influence des chiroptères, c'est que les chiroptères ne prédatent pas les lépidoptères dans les sites. Bon. Il y a une étude d'un japonais là, qui a travaillé il y a assez longtemps sur le grand rhinolophe, mais en fait, la prédation, il ne l'observe qu'en fin de cycle de la présence d'un papillon qui ressemble un petit peu à Scoiopteryx, mais au moment du réveil où il bouge, où il devient bruyant en plus. Alors donc, ce n'est pas vraiment la prédation d'insectes qui sont en diapause. Et les nombreuses ailes que je récolte maintenant régulièrement, toutes mes visites au sol dans le tunnel, sont celles de papillons qui sont capturés à l'extérieur et consommés à l'intérieur. Et je ne sais pas par qui, hein. Je ne sais pas si c'est le grand murin ou autre chose. Bon. Et je ne sais pas si c'est par des chauves-souris qui sont, que je vois dans le tunnel. C'est des chauves-souris qui sont à l'extérieur, qui viennent manger dans le tunnel. Je ne sais rien de tout ça. Et Aglaïcio, eh ben, il n'a pas d'organe de réception des... Donc, comment il serait influencé par la présence des chauves-souris? Et parce que, pour ceux qui ne savent pas, Scoiopteryx libatrix, il est équipé d'organes qui lui permettent d'écouter les chauves-souris. Et beaucoup, d'ailleurs, de papillons nocturnes ont développé des stratégies absolument extraordinaires, hein, contre-mesures et tout ça, pour éviter d'être capturés par les chauves-souris. Papillon de jour, il n'y a pas eu beaucoup de boulot, de publications, je ne pense pas, sur la prédation des papillons diurnes, enfin des repas laissaires, par les chiroptères. Ce qui plaide en faveur de l'influence des chiroptères, c'est la présence effective d'espèces glaneuses dans le tunnel, bon, mais à prouver qu'elle est... Bon, l'existence même d'adaptations, dont je vous parlais, anatomiques, enfin, et physiologiques, et l'existence de comportements actifs, donc de fuite, bon, ainsi de suite, et des comportements passifs chez les deux groupes, hein, et par exemple les agrégats. Et là, c'est l'agrégat de Scoiopteryx libatrix, et puis, vous voyez, les pans du jour, ils se mettent quelquefois comme ça. On dit que, mais je veux bien le croire, hein, il n'y a pas vraiment d'études, que c'est une attitude qui leur permet d'être moins vulnérables à la prédation. Ça voudrait dire que, quelquefois, ils sont prédatés sur des parois, sur des supports, disons. Hein. Donc, l'hypothèse d'une capacité chez les deux espèces à sélectionner les emplacements où l'une et l'autre, hein, serait moins vulnérable, parce que ils y seraient moins repérables et moins accessibles, conduit à poser 4 questions. La possibilité chez Aglaïcio de percevoir les émissions ultrasonores des chiroptères glaneurs, malgré l'absence d'organes spécialisés. Moi, je pense que c'est tout à fait possible, mais je vous expliquerai pourquoi plus tard, si vous me posez la question. La possibilité pour les deux espèces de discriminer les environnements ultrasonores les moins à risque.
Bon. L'éventuelle difficulté pour les chiroptères glaneurs à détecter les glaciaux installés dans les recoins, les angles des refuges, possiblement du fait des perturbations physiques de l'écolocation induites par la volumétrie, par des réflexions, mais on sait, alors il ne faut pas minimiser les qualités, les performances des chiroptères en la matière. Ils sont extrêmement performants, mais ça ne marche peut-être pas très bien dans les angles. Et l'éventuelle difficulté des chiroptères glaneurs à détecter Scoliopteryx installé au plafond. On imagine, quand un chiroptère vole, il a les ailes qui vont très haut quand même. Et la réflexion, c'est de la physique de propagation des ondes, à atteindre et à y capturer les proies. Mais c'est une hypothèse. Alors, tenter de répondre à ces points nécessiterait des démarches expérimentales in situ, on va s'y mettre. Et ce que je mets, c'est comparer une cavité naturelle à la volumétrie souvent complexe, cette galerie souterraine, anthropique, traversante, orientée nord-sud, commode d'accès, sûre et confortable, je garantis, c'est beaucoup plus confortable que certaines grottes, offre des caractéristiques particulièrement intéressantes pour étudier l'écologie et le comportement de l'entomofaune et des chiroptères, ainsi que leurs relations, et limiter la fréquentation du tunnel de Poluso, c'est son nom, pour davantage de quiétude serait favorable à la préservation de la biodiversité de ces espèces troglophiles et permettrait de l'équiper pour y approfondir des recherches. Il faudrait étudier ça avec la nationale, le conservatoire et la mairie. Voilà, et je soumets ça à votre critique et votre analyse. J'ai 10 minutes. Parfait. On a 10 minutes pour des questions, si vous avez. Alors, c'est la dernière conférence sur l'adaptation à l'obscurité. Ça peut être des questions sur les 2 présentations précédentes, si vous préférez. On termine cette session. Je peux vous dire ce que je vais entamer tout de suite, enfin maintenant, parce que j'ai fait des rencontres intéressantes. Et j'ai récupéré une publication vendredi, je n'ai pas cité là, une publication de 1981 de Canadien Tracé Werner, et qui a publié sur la réaction des papillons nocturnes non volants aux ultrasons. La menace des chauves-souris glaneuses. Enfin, je trouvais une publication, parce qu'il n'y a rien, presque rien sur ce sujet-là. Et il a expérimenté en laboratoire les réactions des papillons à des émissions ultrasonores de 40 kHz. Alors, il y a tout un protocole qui est... Et parmi les espèces qu'il a expérimentées, il y a Scoliopteryx libatrix qui vit aussi en Amérique du Nord. Donc, ça m'a beaucoup intéressé. Et j'ai des amis d'un Fab Lab, des passionnés, des ingénieurs fous, qui ont dit, on va te fabriquer un émetteur portable, parce que ça c'était en labo, du gros matériel, un petit truc gros comme ça qui va peser 30 grammes, pour tester si tes papillons réagissent, quoi. Ils vont réagir, c'est sûr. Enfin, j'espère. Et donc, ce sera un deuxième épisode. Et donc, s'ils réagissent, ça voudra dire... Et on pourra étudier... en fonction de la position, la localisation qu'ils ont, ainsi de suite, comment ils réagissent, tout ça. Donc, il y a quelque chose d'intéressant. Et il faudrait aussi équiper le tunnel pour pouvoir mieux connaître l'activité des chauves-souris dans le tunnel, quoi. Mais tant qu'il n'est pas fermé, c'est un peu difficile. Mais en tout cas, l'expérimentation va être possible. Alors, il y a une question par monsieur. Oui, merci. Et alors, bravo pour cet exposé, moi qui m'ouvre beaucoup d'horizons, et un en particulier qui m'a un peu chatouillé, à ma connaissance, mais je ne suis pas du tout spécialiste des chiroptères, très loin de là, les chauves-souris chassent en vol. Et là, on découvre qu'ils peuvent se fixer. Non, là, il y a plein de chiroptères qui chassent posés, à terre même, les coléoptères, ils les chassent en marchant. Il y a des rhinos, si je ne me trompe pas. Et il y en a d'autres qui capturent les insectes posés sur des feuilles. Donc, c'est pas vraiment en vol, c'est pas capturé pendant que... Donc, voilà, leurs possibilités sont plus grandes que ça. Ouais. Ça confirme en tout cas que j'y connais pas grand-chose. Merci de ces précisions. Cela étant, il me venait du coup à l'idée, pour savoir ce qui se passe effectivement entre les chauves-souris qui sont dans le tunnel et les papillons qui sont posés, il n'y a pas 36 solutions, c'est l'observation. L'observation humaine
c'est un peu chronophage, et puis on n'a pas les yeux pour. Est-ce qu'il ne serait pas possible, par exemple, avec des caméras automatiques installées en permanence, de voir ce qui se passe? Ben, sans doute, oui. Alors, justement, le problème de l'équipement de ce tunnel, c'est qu'il est ouvert à tout le monde et que, bon, c'est quand même un peu un problème de l'équiper. Mais il y a un moyen pour savoir s'il y a une pression, enfin, s'il y a une prédation des chauves-souris sur ces espèces, ces deux espèces-là, c'est d'observer les ailes. Parce que, en général, les chauves-souris qui mangent des assez gros papillons s'accrochent pour un plafond, un support, et laisse tomber les ailes. Il n'y a pas une aile au milieu du tunnel. J'ai trouvé des ailes de ces papillons, mais sur les bords, parce qu'elles sont prédatées par des araignées. Hein, donc ça, c'est autre chose. Mais par contre, je trouve, c'est un peu un contre-exemple, plein d'ailes dans l'axe du tunnel, pas sur les bords du tout. D'ailleurs, elles tombent même pas à 1 mètre, elles sont vraiment dans une bande de 1,50 m au milieu du tunnel, des ailes de papillons, c'est une question de léger courant d'air, qui tombent du plafond. Et des papillons qui ne sont pas ces espèces-là. Donc, il semblerait que là, effectivement, il n'y ait pas de prédation. Mais malgré l'absence de prédation, on a le sentiment, l'impression, le ressenti, je ne sais pas, enfin quand même, on peut émettre l'hypothèse que leur localisation elle est déterminée par une présence, simplement la présence, les émissions sonores qui ne leur sont peut-être pas destinées, hein, mais des émissions sonores qui... On sait que, par exemple, ça a tout ordre, il y a des larves de libellules dont l'espérance de vie ou d'avoir une émergence de bonne qualité est liée à la présence ou l'absence de poissons, même s'ils ne les prédatent pas. Alors là, je me dis, c'est peut-être un peu pareil, quoi. Ils perçoivent la présence d'un prédateur potentiel qui peut être un prédateur, effectivement, quand ils sont à l'extérieur. Hein, donc ils connaissent peut-être, enfin ils reconnaissent la fréquence, la signature ultrasonore de ces espèces, et ils s'en protègent là. Ce sont des hypothèses. Alors il y a beaucoup de spécialistes des chauves-souris à qui j'en ai parlé, Barato, tout ça. Ils disent ouais, c'est un peu tiré par les cheveux ton truc, mais il faut creuser. Hein. Mais pour le moment, on ne sait pas. Hein. Donc j'aime bien les trucs qu'on ne sait pas, quoi. Je ne sais pas si je donne les moyens de répondre aux questions, mais voilà, c'est... Merci. Oui, c'est plus un commentaire qu'une question. Ton exposé montre parfaitement l'intérêt d'une observation naturaliste protocolée sur le long terme. On a des données qu'on n'aurait pas autrement, d'où émergent des hypothèses, bien sûr qui restent à creuser, mais c'est des hypothèses qui n'auraient pas émergé sans ça. Donc c'est vraiment extraordinaire. Par contre, à un moment donné, on voit bien que tu as l'invocation des statistiques régulièrement. Ça, c'est encore un truc qui va me retomber dessus peut-être. Mais tu sais, on en avait parlé déjà. Hein. Et quand je regarde tes graphes, je me dis, mais bon Dieu, pourquoi faire des statistiques, quoi ? À un moment donné, on voit bien les agrégats, etc. Puis je me dis aussi que dans ces volumes-là, compte tenu de la manière dont le problème est posé, ça ne va pas être de la tarte, hein, du point de vue méthodo, là, du côté des stats. Hein. Bon, voilà. Donc c'était ce commentaire-là que je voulais faire, c'est que déjà l'émergence d'hypothèses intéressantes et vraiment à explorer pour le coup ne peut venir que de ce suivi protocolé. D'où l'importance de ce genre d'entreprise. Et qui ne peut être fait souvent que par des... Enfin, c'est pas fait que par des amateurs, mais ça vient souvent de ce qu'on appelle des amateurs, ça veut dire aimer, amateur. Oui, et les professionnels peuvent rarement se permettre ce genre de choses. Il faut être fou, faut être amateur et un peu obsessionnel quand même, pour aussi consacrer, voilà, j'ai fait 234 visites et ça fait... Mon bilan carbone n'est pas très bon. Ça doit être à 11 km de chez moi, c'est pas très bon quand même sur 10 ans. Mais enfin, j'ai fait... En vélo ? Non, je devrais. Non, mais je suis obligé de traverser une route à 4 voies, je ne peux pas passer, ça passe pas. Bon. Je me trouve une raison, quoi. Oui. Bon, voilà, c'est... Et donc, oui. Une prochaine. Ah oui. Avec ? Oui, alors l'humidité, Il y a peut-être plus de là, condensation la au statistique sera assez simple à utiliser. Il est dit, à propos de Scoliopteryx erythratrix, dans la littérature, parce que j'ai fait toute la vidéo, hein, que c'est une espèce qui aime bien les milieux humides. Moi, je n'y crois pas du tout,
Parce que quand il y a des refuges qui sont plus humides que d'autres à cause d'infiltration, ben non, il n'est pas du tout dans les plus humides. Et dans les endroits où il y a des taches d'humidité, il est plutôt à côté. Il se trouve qu'il tolère des milieux très humides dans certaines grottes, mais souvent ça lui va très mal parce qu'il finit pas la saison, il finit moisi, hein, enfin attaqué par des champignons. Et bon, comme Limonia, comme tout ça, qui aiment bien l'humidité, mais des fois il y en a trop, ils passent pas, ils n'en sortent pas, quoi, hein, ils meurent dehors. Donc voilà, il y a des observations qui ont été faites, mais peut-être pas assez protocolaées ou pas assez sur un assez grand nombre de sites. Et on a des idées un peu. Voilà. Il aime l'humidité. Moi, je ne crois pas, parce que Scolopteryx n'aime pas du tout les milieux humides. Ouais. Scolopteryx. Attaquent non pas uniquement dans l'humidité, beaucoup plus dans le sec, et que ce sont des champignons qui seraient utilisés en agriculture biologique à l'extérieur comme pesticides, pour remplacer les pesticides, et que ces champignons se sont introduits sous terre, ce qui n'est pas étonnant, mais à l'extérieur, ces champignons est détruits au bout de quelques jours, quelques heures par la lumière, par les UV, justement, alors que sous terre, n'ayant pas d'UV, ces champignons se développent de plus en plus et donc tuent énormément. Voilà. Hein, c'est pas du moisi dû à l'humidité, c'est le champignon qui tue les animaux. Et ça, on est en train de faire une étude là-dessus, mais enfin, c'est peut-être. Ouais, mais ça sort du. Ce que je cadre, remarque, là. c'est dans mes refuges, il y a ces phénomènes de développement de champignons que dans les refuges humides et pas dans les autres où on a les mêmes espèces. Hein. Alors voilà, c'est une observation naturaliste que je fais, quoi. On a une dernière question. Oui, bonjour, merci. Samantha Aguillon, donc, du laboratoire Chrono-Environnement. Moi, je travaille sur les chauves-souris. Donc, c'est vrai que cette hypothèse-là est super intrigante et j'ai envie d'y croire. Et du coup, qu'est-ce que vous prévoyez pour le futur pour essayer de la tester ? Et j'ai quand même des interrogations par rapport à la mesure de température entre les zones d'angle et les autres zones, vu que il semble y avoir une... J'ai fait des relevés de température avec un ça un thermomètre très précis et j'ai fait des relevés de lumière aussi avec un thermomètre très précis. De la lumière, pareil, au millième de candela. Hein. Alors bon, on ne voit plus rien en millième. Nous, on ne voit rien en millième de candela. Évidemment, bien avant, on ne voit plus rien du tout. Hein. Mais bon, on va voir si on a des choses. Les températures, j'ai fait aussi des mesures de température sur des chauves-souris. Je vois que, par exemple, c'est précis. Hein, une chauve-souris, elle est exactement à la température de son support, quoi, par exemple. Hein, lorsqu'elle est en hibernation, quoi. Si à un autre moment où elle est active, sûrement il y a une différence. Mais là, je ne permettrai pas de lui mettre un petit spot laser sur le dos. Donc, moi, je pense que c'est pas des facteurs aussi importants que ça. Je pense que là, j'émets vraiment l'hypothèse. Après, il y a des gens qui m'ont dit on va essayer de modéliser les histoires de réflexion et d'atténuation par la réflexion. Et moi, j'ai un peu le sentiment que l'hypothèse, hein, c'est que lorsque les chauves-souris émettent un train d'ondes, il y a tellement de réflexion dans les angles que ça fait une espèce de brouillard. Peu d'informations leur reviennent de manière assez lisible dans un déplacement qui fait qu'1 mètre. Hein, donc ça dure pas longtemps. Elles peuvent faire du surplace, certaines. Mais enfin, est-ce qu'elles vont dépenser d'énergie Voilà, il y a plein de questions à se poser. Et je pense aussi bien, il y a des questions concernant le comportement même des chauves-souris et puis les capacités de ces deux espèces à se tenir dans des endroits. Alors, les deux espèces réagissent différemment. Alors, j'avais annoncé que j'allais éventuellement répondre à la question, mais je pense qu'un aglaïcio, un repalocère qui est immobile, les ailes repliées l'une sur l'autre, il n'a pas besoin d'oreilles pour sentir la vibration d'une ultrason. Hein. Sur l'aile, une onde, qu'elle soit ultrasonore ou sonore, ou un frason, ça fait une vibration, ça fait un mouvement, un déplacement des molécules de l'air, ça fait bouger. Hein. Et donc, une aile perpendiculaire à une émission, elle bouge. Hein.
Et le papillon doit il doit ressentir ça. Il n'a pas besoin d'oreilles pour affiner. Alors évidemment, avec ça, il va peut-être pas moins facilement reconnaître si c'est tel ou tel prédateur qui cherche des noises, mais je pense qu'un rhopalocère est capable de percevoir. Hein. C'est une hypothèse. On va le tester avec mon petit émetteur qu'on m'a promis pour bientôt, donc je vous raconterai ça une autre fois. Voilà. Dans les actes ou dans une publication ultérieure. Voilà. Et si j'ai le temps, j'ai une mini autre question. Est-ce que vous envisagez que ça pourrait être aussi d'autres prédateurs qui pourraient influencer ce alors comportement-là? évidemment, là aussi, les pièges photos, tout ça serait bien utile pour savoir s'il y a autre chose. Bon, en mammifère, il n'y a rien. Je n'ai jamais rien vu. Il y a les araignées, mais les araignées, bon, on a des araignées qui font du toile. Bon, ben là, ces papillons-là, ils ne se prennent pas dedans, hein, sauf... Pas dans les refuges. Dans les refuges, il n'y a pas d'araignées, d'espèces qui sont capables de les capturer, quoi. Sur les parois du tunnel lui-même, oui. Mais il y a peut-être d'autres prédateurs, hein, mais moi, les ailes que j'ai vues, c'est au pied des... Alors, je ne connais pas bien les araignées, mais d'espèces qui font des toiles en nappe très, très proches du support. Et on trouve les ailes des trichoptères aussi au même endroit, tout ça. Mais je ne pense pas que... dans les refuges, qui sont des milieux un peu à part quand même, mais qui permettent vraiment de réfléchir à ces questions-là, on est d'autres prédateurs potentiels. Hein. Voilà. Merci beaucoup.